Zero-length launch provides our Air Force with a tactical capability anywhere without complete reliance on conventional runways for takeoff. Salut tout le monde. Avant de commencer aujourd'hui, je vais vous poser une petite question. À votre avis, qu'est-ce qui impose le plus de contraintes en matière d'aviation? Est-ce que c'est la taille de l'avion, la puissance, sa consommation? Non, le truc le plus contraignant, c'est l'infrastructure qu'il faut pour mettre les avions en œuvre, et plus particulièrement, la piste. Ben oui, une piste de plusieurs centaines de mètres, voire des milliers de mètres, ça prend de la place, c'est long à construire, et vous vous en doutez bien, on ne peut pas mettre ça n'importe où. Alors forcément, il y a toujours des gens, et surtout des militaires d'ailleurs, qui vont chercher des solutions pour se passer d'une piste. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment se passer d'un aérodrome. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer aujourd'hui, je voudrais faire une petite parenthèse pour remercier François. François qui m'a fait l'honneur d'être mon premier tipeur. Ah oui, j'en parle pas souvent, mais j'ai une page Tipeee. Alors si, comme François, vous voulez me soutenir, je vous rappelle qu'il y a un petit lien dans la description de la vidéo, là en dessous. Là. Alors faites comme bon vous semble, il n'y a aucune obligation, mais merci encore une fois à François, ça me fait extrêmement plaisir. Et maintenant, on peut retourner au sujet du jour. Si la fin du 19e siècle a vu l'armée s'équiper de nouveaux armements modernes, comme une artillerie beaucoup plus précise et à longue portée, ou les cuirassés dans la marine, la Première Guerre mondiale, elle, aura connu l'avènement de l'arme mécanisée avec les chars, et surtout avec l'aviation. Mais alors vous allez me dire, décoller sans piste, on sait déjà faire. À l'origine déjà, les frères Wright avaient décollé sans piste en se faisant catapulter depuis un rail. Et puis, si on parle de catapulte, on peut parler aussi des porte-avions. Et puis de toute façon, les avions à décollage et atterrissage vertical, ça existe déjà. On a eu droit au arrière, au Yak 38, et maintenant, on a le F-35. Bon là, je ne peux pas vous donner complètement tort, mais chacun de ces systèmes a encore de gros inconvénients. Le porte-avions, par exemple, n'emporte au plus que quelques dizaines d'appareils et nécessite toute une flotte d'escorte de soutien pour être bien protégé parce qu'en fait, il représente une cible prioritaire, pas facile à rendre discrète. Et puis un porte-avions, c'est très lent. Alors d'accord, on peut les déployer par avance en cas de conflit prévisible, mais dans le cas contraire, il lui faudra parfois plusieurs jours pour rejoindre sa zone d'opération. Et dans un conflit, les premiers jours peuvent vraiment être d'une importance cruciale. Quant au Harrier ou au F-35, dans l'absolu, ils ont une capacité de décollage vertical, mais au prix d'un emport très limité en carburant et surtout en armement. Alors décoller comme ça, c'est perdre tout son potentiel de combat. Ça ne sert éventuellement qu'à faire un bond pour se déplacer d'un point à un autre, mais pas beaucoup plus. C'est pour ça qu'on les qualifie plutôt d'avions à décollage court et atterrissage vertical, parce que dans tous les cas, il leur faudra une piste, certes plus courte, mais une piste quand même pour décoller avec tout leur potentiel. Si c'était une solution miracle, on n'aurait que ça, mais comme vous l'avez remarqué, c'est loin d'être le cas. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour de ce que certaines grosses têtes ont imaginé pour essayer de se passer d'une piste, et vous allez voir, ça date pas d'hier. Bien sûr, les premiers retours d'expérience en matière d'aviation datent de la Première Guerre mondiale, à une époque où l'aviation essayait encore de s'imposer face aux dirigeables, ces monstres gigantesques, tellement énormes qu'ils dégageaient une vraie sensation de puissance et d'invulnérabilité. Pourtant, cette sensation de toute puissance avait déjà été bien mise à mal pendant la Première Guerre mondiale, quand on sait que les Allemands ont perdu près de 85 Zeppelins sur les 115 qu'ils avaient construits pendant le conflit. Pour corriger cette vulnérabilité, les militaires américains se sont donc dit que ce serait pas mal de les protéger avec des petits appareils d'escorte. Et comme les dirigeables avaient suffisamment de place et de capacité d'emport, ils se sont dit que ce serait encore mieux si ces appareils pouvaient être directement embarqués à l'intérieur de leur structure. Au début des années 30, la marine américaine va donc construire deux dirigeables de 240 mètres de long, le Akron et le Macon, équipés de hangars à avions et surtout d'un système de trapèze pour distribuer les avions, un peu comme des pèses, mais aussi pour les récupérer. Donc une fois le pilote installé à bord de son appareil, celui-ci était descendu hors du dirigeable grâce à une grue. Il pouvait alors démarrer son moteur pour se faire larguer et aller accomplir sa mission. Mais ça, c'était la partie facile, parce qu'une fois la mission accomplie, il fallait encore rentrer à bord. Et pour ça, pas de piste d'atterrissage sur le toit du dirigeable, comme ont pu l'imaginer certains artistes de l'époque. Non, il fallait refaire l'opération en sens inverse, c'est-à-dire revenir se placer sous le dirigeable en gérant les turbulences pour venir accrocher le trapèze sans percuter la superstructure au-dessus. Autant vous dire qu'il fallait sûrement une sacrée paire de baloches pour jouer les trapézistes comme ça. Bon, finalement, les essais n'ont jamais été vraiment concluants lors des exercices où les dirigeables ont été mis en œuvre, et malheureusement, tous les deux finiront leur carrière dans des accidents tragiques qui signeront la fin des dirigeables militaires. Pour autant, ces idées de porte-avions volants ne finiront pas aux oubliettes, et il y aura bien d'autres projets mis à l'étude jusque dans les années 80,
avec un dernier projet de Boeing 747 porte-avions. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que je vous en parlerai sûrement dans un épisode spécialement dédié, sûrement dans 15 jours. Alors pour ne pas le rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si vous débarquez sur la chaîne. Donc si le projet de porte-avions volant n'ont jamais réussi à convaincre, certains se sont dit que plutôt que de passer par les airs, pourquoi ne pas passer par la mer? Mais pas à la surface, comme n'importe quel porte-avions classique. Non, pour rester discret, ils se sont dit que ce serait une bonne idée de faire des porte-avions sous-marins. Avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1928, les Anglais avaient déjà équipé un de leurs sous-marins de classe M d'un hangar à avion. Pour y arriver, ils ont tout simplement retiré l'énorme tourelle d'artillerie de 300 mm qui occupait le pont du HMS M2 pour le remplacer, comme je vous le disais, par un hangar qui contenait un hydravion biplan spécialement conçu pour tenir à l'intérieur, le Harnal Peto. Une fois remonté à la surface, on pouvait alors ouvrir les portes du hangar pour déplier les ailes de l'appareil et le faire décoller grâce à une catapulte installée sur le pont. Le pilote pouvait alors partir en reconnaissance à la recherche de cibles potentielles pour son vaisseau mère, et une fois sa mission accomplie, il revenait tout simplement se poser près du bateau pour être remonté à bord à l'aide d'une grue. Malheureusement, on pense que c'est ce système de porte qui causera la perte du sous-marin le 26 janvier 1932, puisque c'est porte ouverte qu'il sera retrouvé par 30 mètres de fond. Les autorités pensent que les portes ont dû être ouvertes trop tôt, peut-être par un équipage un peu trop pressé de mettre son hydravion en œuvre, et que l'eau s'est alors engouffrée à bord, faisant couler le navire avec ses 60 marins qui sont encore aujourd'hui à l'intérieur. L'idée d'un porte-avions sous-marin sera pourtant reprise par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, avec la construction de 3 bateaux de classe I-400, capables de mettre en œuvre non pas un, mais 3 hydravions. Le principe restait pourtant le même, avec un hangar plus grand et une catapulte sur le pont pour lancer des hydravions bombardiers Aichi M6A1 Seiran. Contrairement au Peto anglais qui ne faisait que de la reconnaissance, le M6A1 était capable d'effectuer des missions d'assaut avec l'emport d'une bombe de 250 kg, d'une torpille, ou en dernier recours de se transformer en kamikaze. Lancés tardivement dans le conflit, ces sous-marins n'auront finalement aucun impact sur le déroulement de la guerre dans le Pacifique, et ils devront se rendre avant même d'avoir pu réaliser leur attaque prévue sur le canal de Panama. Ils seront finalement coulés en 1946 par la marine américaine pour ne pas que leur technologie ne puisse être copiée par les Russes. Par contre, les Américains vont sûrement garder cette idée dans un coin de leur tête, puisqu'elle reviendra sur le tapis en 1958. À cette époque, la marine américaine commençait à utiliser des sous-marins lance-missiles, des missiles qui faisaient littéralement la taille de petits avions. Alors certains se sont dit qu'on pourrait les remplacer par des avions tout simplement, pour des missions d'attaque ou de reconnaissance. À l'origine, l'idée était de construire des avions pouvant être lancés à partir de bateaux existants, mais on a plutôt préféré partir d'une page blanche et développer le concept AN1. Basé sur la classe Halibut, l'AN1 transporterait 8 chasseurs à décollage et atterrissage vertical. Les appareils seraient transportés dans des silos internes similaires à ceux du SS Halibut et seraient sortis des containers jusqu'à des positions de lancement verticales pendant que le bateau faisait surface. Les boosters de lancement seraient alors ajoutés à l'avion sur le rail de lancement pour permettre un décollage à la verticale. Le bateau devait également emporter assez de carburant, de pièces détachées et d'armes pour que les avions puissent effectuer près de 160 missions. Et 4 avions devaient pouvoir être lancés en moins de 6 minutes et les 4 suivants 2 minutes plus tard. Un autre projet nommé AN2 a également été étudié avec un principe un peu différent, puisqu'il s'agissait de placer directement les avions dans des silos verticaux comme des missiles, permettant ainsi une mise en œuvre beaucoup plus rapide. Le sous-marin pouvait alors lancer une bordée de 8 avions d'un seul coup avant de retourner se cacher dans les profondeurs. Bon, vous l'avez compris, ce projet s'est heurté à beaucoup trop d'obstacles pour devenir une réalité. D'abord, son prix exorbitant était estimé à l'équivalent d'1 milliard de dollars actuels rien que pour le bateau, sans compter les frais de développement. Mais surtout, il aurait aussi fallu développer en plus des appareils capables de tenir dans ces silos étroits, de décoller à la verticale et surtout de revenir se poser à la verticale. Si des tests avaient bien été menés avec le Convair XF1 Pogo dans les années 50, ils avaient démontré que la manœuvre, si elle était toutefois possible, était extrêmement périlleuse à réaliser.
Et imaginez un peu la même manœuvre au-dessus du pont d'un sous-marin par une mer un peu agitée. Je pense pas que ce soit une situation d'avenir, ni pour le pilote, ni même pour le sous-marin qui se trouve en dessous. D'autres projets continueront à refaire surface ça et là avec des propositions de décollage plus classiques, on va dire des sortes de pistes submersibles, mais là encore, tous ces projets vont tomber à l'eau. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et je vous en ferai peut-être aussi un épisode si vous êtes sage. Ah ouais, je vais quand même pas balancer toutes mes cartes d'un seul coup. Enfin bref, s'il y a une idée à retenir du projet AN1, c'est cette histoire de décollage vertical pour des chasseurs. Les dirigeables et les sous-marins ont prouvé leurs limites à cause de la complexité de leur mise en œuvre. Alors, si on essayait tout simplement de s'en passer, et de ne garder que l'essentiel. Un système économique, léger, simple d'usage, déployable n'importe où à proximité du champ de bataille, et surtout qui ne nécessite que peu d'infrastructures. Eh bien ce système, c'était le ZEL pour Zero Length Launch. Son principe était des plus simples. Il suffisait d'installer l'appareil sur une rampe de lancement mobile, de lui rajouter un propulseur de fusée largable pour lui donner une vitesse initiale suffisante pour que le réacteur de l'avion puisse prendre le relais, et le tour était joué. Alors vous allez me dire que ce genre de système, les Allemands y avaient déjà pensé en 1945 avec le Natter, qui était censé décoller de la même manière, mais dans ce cas-là, c'était plutôt une sorte d'appareil jetable en bois, tout juste capable de faire une passe de tir et de ramener son pilote sur le plancher des vaches, dans une sorte de cockpit éjectable. Le système ZEL, lui, offre bien plus d'avantages. En premier lieu, il peut être adapté sur différents modèles de chasseurs, puisqu'il a été testé avec des F-84 Thunderjet, des F-100 Super Sabre, ou encore des F-104 Starfighter. Et même les Russes ont porté un projet similaire avec des MiG-19. Il peut aussi être déployé en secours en cas de destruction d'une base et permettre quand même le décollage de chasseurs qui n'auraient pas pu prendre l'air depuis la piste. Il peut aussi être positionné là où il n'y a pas de piste du tout pour protéger des points stratégiques contre d'éventuels raids aériens. Et enfin, il pourrait permettre d'organiser une attaque ponctuelle contre l'ennemi en regroupant un certain nombre de rampes mobiles pour lancer un raid surprise. Malgré tout, ce projet comportait également de nombreuses faiblesses. La première de toutes, c'était que si on pouvait décoller sans piste, il en fallait quand même une pour aller se poser. Pour ensuite rapatrier les avions sur le lieu de lancement, ce qui impliquait forcément une logistique conséquente. Les grosses plateformes de lancement mobile se sont avérées également trop chères à l'emploi et difficiles à transporter. Et enfin, la sécurité aurait également été un problème avec ces engins, en particulier si les avions lancés avaient dû emporter des armes nucléaires. Tous les travaux concernant la technique des lancements ZEL furent donc abandonnés en raison d'inquiétudes concernant la logistique, mais surtout à cause de l'avancée rapide de deux technologies, celle des missiles guidés dont l'efficacité s'améliorait rapidement, et celle du ravitaillement en vol qui permettait d'augmenter considérablement l'autonomie et la portée des chasseurs modernes. Finalement, aucun de tous ces projets dont je viens de vous parler n'aboutira vraiment à une mise en service opérationnelle, et les Yak-38 et le Harrier, par exemple, même s'ils ont connu une réelle carrière opérationnelle, resteront finalement les seuls représentants d'une race d'avions marginale dont seul le F-35B peut se revendiquer comme successeur. Et encore, on est en droit de se poser la question de la pertinence d'une telle version, qui me donne plus l'impression d'avoir été développée pour remplir le cahier des charges et les bons de commande de chez Lockheed que par un réel intérêt en opération. Au pire, il pourra remplacer les quelques Harrier encore en service actuellement pour faire plaisir aux Marines américains ou à la Royal Navy qui au départ, je vous le rappelle, n'en voulait même pas pour son futur porte-avions. Bref, vous l'avez compris, on n'est pas encore près de voir disparaître nos bonnes vieilles pistes ni nos porte-avions. Alors si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos sur les porte-avions volants ou les porte-avions sous-marins, dites-le moi dans les commentaires. Et pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et d'activer les notifications. Quant à nous, on se retrouve ici la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!